Noun. Elle lance un cri de détresse. C'est un appel, un SOS. Noun, un SOS. Je m'appelle Jean-Pax Meffray, je suis un journaliste en retraite. J'ai une carrière de 40 ans de presse. J'étais grand reporter au Figaro, grand reporter à l'Aurore. J'ai fait la plupart des conflits des 30 dernières années. Dans le journalisme, ce que j'ai pas fait, c'est la gastronomie et le showbiz. Mes parents, juste que ma mère était pied noir. Mon père, non, mon père était marseillais. Mon père est venu en Algérie pour préparer le débarquement américain de 1942. Il était dans l'OSS, les services secrets américains, et il a préparé le débarquement, et il est resté, il a rencontré ma mère plus tard, il est resté, c'est pour ça que qu'on m'a appelé Jean Pax, parce que la paix allait arriver, et comme il avait contribué, c'était une façon de se souvenir de tout ça, donc c'est pour ça que je m'appelle Jean Pax Marie-Ange. Là, ils m'ont fait... J'ai des... bon, les années passent et ça s'obscurcit un peu, mais ouais, j'ai vu... j'étais dans un car qui m'amenait en Grande Kabylie, où il y avait une partie de la famille de ma mère, qui a été attaquée par les Félagas, les rebelles algériens. Et j'étais un habitué de ce car que je prenais en quittant la pension. J'étais chez les maristes, moi. J'ai fait toute ma scolarité chez les maristes. Et j'étais scout aussi. Enfin, j'ai eu le cursus complet du petit pied noir. Et dans ce car, j'étais toujours à côté d'un vieux Kabyle qui avait sa grosse condoie, qui sentait le mouton. Et lorsque les Arabes sont arrivés, les Félagas ont coupé le car, ils sont rentrés dans le car à la recherche d'Européens. Parce que généralement, c'est comme ça que ça se passait, ils prenaient les Européens, ils les tuaient sur place. L'autre, il m'a mis sous sa gandoie, et les autres n'ont vu personne, donc ils ont laissé le car repartir, et quand le car est reparti, je suis sorti de la gandoie, et tout le car, qui était composé uniquement de Kabyles, qui partaient en Kabylie, qui retournaient en Kabylie, a applaudi. Ça, c'est quelque chose qui m'avait profondément marqué. Autrement, j'ai vu il y a eu ma maîtresse d'école, qu'on avait croisée dans la rue, en descendant la rue d'Isly, la rue Michelet, avec ma mère, et on l'avait croisée, j'avais aussi là 11 ans, 12 ans, et on la croise, et elle parle un peu avec ma mère, et elle me demande si je me suis calmé, si je suis moins turbulent, etc., etc. Et elle rentre dans la bijouterie parce qu'elle allait acheter une bague à sa fille pour son anniversaire. Et il y a eu un bruit phénoménal. On s'est retourné, elle était sur le pavé, elle brûlait. Il y avait une bombe qui a explosé dans la bijouterie le jour. Et ça m'a profondément marqué aussi. C'était le début du terrorisme en Algérie, quoi. J'ai participé au putsch parce qu'ils cherchaient... ils avaient besoin de quelqu'un qui ait une voix radiophonique et qui puisse bâtonner les dépêches. Et parce que tout le personnel, évidemment, de la radio-télévision d'Alger était parti, et ne voulait pas collaborer. Et donc je me suis retrouvé comme ça derrière un micro où j'ai fait mes premiers pas, quoi, on peut dire, dans la presse radio. Et là, effectivement, ça
Ça signifie participation à un mouvement insurrectionnel. Il y a 16 chefs d'inculpation dans une opération pareille. Et là, j'ai été arrêté, j'ai été le plus jeune arrêté de l'Algérie française, j'avais 16 ans et demi. Et j'ai été mis à la prison, enfermé à la prison d'Alger, qui était il y avait un problème difficile pour moi, parce que comme j'étais mineur, ils ne savaient pas quoi faire de moi, et puis finalement, ils m'ont mis dans la grande cage, où j'étais le seul Français, au milieu de tous les délinquants algériens, et j'y suis resté 2 jours, et puis ensuite ils m'ont remonté avec les adultes pieds noirs qui étaient dans... Mais on était des isolés politiques, c'est comme ça qu'on était qualifiés. Non, pas vraiment, non. Je suis parti dans des conditions difficiles, hein. Je suis parti avec les menottes dans un avion militaire qui nous a amenés à la santé d'abord, et puis après j'étais à la prison de Rouen. Enfin, c'est-à-dire que j'ai tout fait, quoi. J'ai été aumônier, j'ai été enfant de chœur, scout et détenu. Mais j'ai même chanté dans la chapelle de la prison de Rouen le De Profundis à la mort après l'exécution de Roger de Gueldre, le lieutenant de Gueldre qui a été fusillé le 6 juillet 1962. Et quand on a appris donc sa mort, le délégué de la division politique, qui était un capitaine parachutiste, et qui savait que j'avais fait ma scolarité chez les maristes, m'a demandé si je pouvais dire une prière, et j'ai dit que là c'est là où j'ai signé, que je pouvais même chanter. Ça a beaucoup surpris le meunier de la prison de Rouen, qui devait penser qu'on pratiquait le vaudou. Enfin, il était tout étonné qu'un garçon venant d'Algérie puisse chanter les Profundis. On reste toujours dans l'Esprit Saint, parce que c'est une chanson qui m'a permis de gagner un prix qui était à l'époque très important, c'était le prix d'achetant de Tête de Bois. Et j'ai chanté une chanson qui s'appelle La Prière. C'est une chanson où je m'adresse c'est l'histoire d'un adolescent pied noir enfin d'un adolescent, on dit pas pied noir, mais un adolescent qui est un peu perdu dans la vie et qui marche dans le maquis et qui voit une vierge derrière des buissons et qui est éclairée, la statue est éclairée par la lune et il s'adresse à elle. Et cette chanson a profondément touché les téléspectateurs, puisqu'elle m'a permis de remporter le prix d'achetant de Tête de Bois. C'était vous, cet adolescent? C'était un peu moi, oui, forcément. Oui, c'était un peu moi. Mais la prière sert beaucoup, hein, on l'utilise souvent, hélas, que dans les difficultés, mais elle permet il y a la lecture et la prière, que j'ai pratiqué en cellule. Ça m'a toujours accompagné. J'ai été accompagné par ça. Bon, chez les maristes, à l'époque, à chaque entrée de cours, on récitait une prière. Il y avait, mais en cours d'anglais, c'était le Hail Mary, et en espagnol, c'est Dios te salve María. C'était très présent, la religion. Et moi, j'ai joué de l'harmonium, par exemple, le mois de Marie. Tous les matins, il y avait une messe en plus, et je jouais et je chantais.
les chants religieux. Mais elle a toujours, la religion a toujours été présente. Je ne dis pas, après, il n'y a pas de suivi, enfin, avec une présence assidue aux messes, etc., mais des moments de recueillement, et ça a été très, très, très souvent. J'ai pas vraiment de chanson préférée. Bon, il y a la chanson la plus connue qui est le chanteur de l'Occident. J'aime bien les dernières que j'ai faites, La Force, j'aime beaucoup. J'ai écrit La Force, et j'ai écrit la chanson sur Noun. J'ai écrit en voiture. J'allais d'un village de Provence, du Var, jusqu'à Fréjus, où il y avait une manifestation pour les chrétiens d'Orient, et je devais participer. Je devais chanter quelques chansons pour eux, et en plus, j'ai dit, tiens, je vais essayer de leur faire ça. Et j'ai écrit la chanson en conduisant. C'est-à-dire que j'avais mis le téléphone, et je me suis enregistré la mélodie, et les paroles sont venues comme ça au fur et à mesure. Il me manquait juste une séquence, quand je dis ils meurent victimes de leur foi, ils tombent à l'ombre de la croix. Et il me manquait non, 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 non. Et j'ai, surtout le kilométrage, je sais pas, c'était 200 km, quoi. Et quand je suis arrivé, j'ai expliqué, j'ai dit, j'en ai fait une, mais il manque la fin. Bon, ils sont. Et puis, elle m'est venue, quand on a fait des essais de voix et tout, la phrase m'est venue, et ils meurent victimes de leur foi dans un silence qui fait douter du cœur des hommes. Ils meurent victimes de leur foi. Ils tombent à l'ombre de la croix, dans un silence qui fait douter du cœur des hommes. Et au milieu des corps sans vie, une petite fille prie, tout près d'une statue brisée, d'une croix de bois calcinée. Noun, Noun. Elle lance un cri de détresse. C'est un appel, un SOS. Noun, un SOS. J'ai eu l'impression qu'elle m'avait été dictée, quoi, cette strophe. Non, essayez les musiques, elles naissent comme ça, vous faites un accord complet au piano ou à la guitare, et on ne peut pas vraiment expliquer comment ça se passe, mais les mélodies naissent comme ça, on les capte. Souvent, c'est une mélodie avec un air comme ça, une mélodie avec des paroles, quelques paroles. Et alors après, je continue la mélodie, et je mets les paroles dessus après. Là, j'ai envie sur la responsabilité, quoi. Je cherche pas, quoi. Ça vient et je pars. Je continue sur ce qui arrive, sur les quelques mots qui occupent mon esprit. Et alors, des fois, je peux plus, je trouve plus, quoi. Oui, oui. Oui, c'est un peuple qui, là, actuellement, c'est étonnant, d'ailleurs, parce qu'on n'y est plus habitué, ce genre de réaction, qui devrait habiter chacun d'entre nous, mais oui, je ferai sans doute quelque chose sur les Ukrainiens. C'est-à-dire que l'armée, on a fait
a fait partie de la vie de tous les pieds noirs. Parce que pendant ces 8 ans de guerre d'Algérie, l'armée était omniprésente partout. Et ces gens qui se sont battus souvent avec courage, mais pas tous, hein. Il y en a au contraire qui avaient choisi le camp opposé. Mais j'ai pensé qu'il fallait leur rendre hommage, et de la même façon que je l'ai fait pour le débarquement américain. Et en même temps, Cameron, par exemple, c'est un acte d'héroïsme que j'ai voulu chanter pour que l'histoire reste. Garçon, si par hasard, sur ton livre d'histoire, tu tombes sur ce nom, Cameron, et que pour les enfants découvrent ce genre de choses, parce qu'il n'y aurait pas eu ma chanson, ils ne sauraient pas ce qui s'est passé à Cameron, de la même façon que quand j'ai écrit sur le débarquement américain, ça a permis à des tas d'enfants de trouver dans ma chanson ce qu'ils ne trouvent plus dans les livres d'école aujourd'hui, hein. C'est pour ça que j'ai fait... C'est comme pour les guerres de Vendée. Chaque fois, ce sont des chansons qu'on ne trouve pas, dont les récits ne figurent pas dans les livres scolaires, quoi. Oui, ça c'est sûr. Ouais. En même temps, ça me fait plaisir. Souvent, bon, il y a les enfants, mais il y a les ados aussi. Un jour, j'ai fait un concert, il y avait un groupe de jeunes gens et jeunes filles qui étaient là et qui m'ont dit que j'avais été leur meilleur professeur d'histoire, quoi, en écoutant mes récits de chansons, parce que ça commençait à la Résistance et ça se terminait à Colvézi, quoi. Il y avait tout un chemin. Je sais pas, je pense pas, oui, ça peut... Ouais. Mes chansons, elles sont pas vraiment politiques, hein. C'est des chansons sur l'histoire, et alors il m'arrive de prendre sur des grandes causes, que c'est comme ça que j'ai écrit Le Chanteur d'Occident, parce que ça, à un moment donné, ça méritait trop de voir tout ce qui se passait dans les années 70. Hein. Il y en a qui m'avaient... Il y a des chansons de Le Forestier qui m'avaient mis en colère, quoi, parce que cette façon on avait de critiquer la France. Jean Ferrat aussi, ça a été, quand il a écrit un air de liberté souffle sur Saigon, même quelque temps après, les Khmers rouges massacraient toute une population, et c'est pour ça que j'ai voulu rétablir, mais que je l'ai dit en chanson. garçon, regarde bien cette page d'histoire et n'oublie pas ce nom, Cameron.